Il y a des choses que l'on pourrait faire financièrement qui ne seraient pas agréables pour la Russie. Mais je ne vais pas faire cela parce que je veux la paix. Je veux voir la paix avec la Russie. Alors oui, d'un point de vue financier, nous pouvons faire des choses qui seraient dévastatrices pour la Russie. Jeu de dupes ou tournant, on continue d'en parler avec Valérie Trierweiler, avec Christian Proutot, avec Maître Klugman et avec Grégory Phillips. Les menaces de Trump, est-ce du sérieux? La réponse depuis Washington de Justine Jankowski. Donald Trump l'a bien fait comprendre dans le bureau ovale, soit les Russes acceptent cette trêve, soit ils s'exposent à une riposte économique. Il l'a dit, je peux faire des choses qui seraient très mauvaises pour la Russie. Vous le voyez, c'est une menace à peine voilée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la pression qui était exercée jusque-là sur le président ukrainien, eh bien, elle est en train de pivoter sur le président russe. Alors très concrètement, que peut faire Donald Trump pour forcer la main à Vladimir Poutine? Eh bien d'abord, il peut le menacer de sanctions économiques, par exemple en confisquant les avoirs russes qui sont gelés ici, ou bien il peut décider d'intensifier l'aide militaire à l'Ukraine, même si ça irait à l'encontre de tout ce qu'il a dit jusque-là, même depuis sa campagne, que les États-Unis dépensaient trop d'argent pour aider l'Ukraine dans la guerre. Mais qui sait ce que le président américain est prêt à faire pour obtenir une victoire diplomatique? Justine Jankowski avec Mathieu Derrien, qu'on remercie également. La rupture Trump-Poutine, elle est possible? C'est compliqué, hein. Ouais. J'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué de lire les messages diplomatiques de Trump qui, il y a encore quelques jours, disait qu'on pouvait bien sûr dialoguer avec Poutine, que le dictateur c'était Zelensky, etc. À un moment donné, il parle aussi du rétablissement des liaisons aériennes avec Moscou. Et puis là maintenant les sanctions. Et je vais peut-être en imposer, mais je vais peut-être pas le faire. Enfin, honnêtement, on est dans un discours extrêmement volatile de Trump, y compris à l'égard de Poutine, et c'est compliqué à le lire. C'est le revirement permanent. On a parlé pour d'autres de coup d'État permanent ou autre. Là, c'est le revirement permanent avec Trump. Donc pour l'instant, moi, je pense qu'ils sont dans un vrai bras de fer. C'est pas un jeu de dupes, donc. Comme je le demandais, pas un grand théâtre où chacun est dans son rôle, maximaliste, comme on le disait tout à l'heure. L'un n'empêche pas l'autre, mais il y a un vrai bras de fer pour autant. Vous savez, il y a déjà énormément de sanctions. Il y en a eu d'autres au mois de mai 2024 sur la Russie. Les États-Unis interdisent l'importation d'uranium enrichi, interdisent l'importation de métaux, et puis il y a aussi des sanctions sur des personnalités russes. Bon, en fait, j'ai regardé ces trains de sanctions. Il y a des pages et des pages. C'est très long. On peut toujours en ajouter. Pour l'instant, il est plus dans la menace. Mais on verra ce que ça donne. Vous avez raison, mais paradoxalement, il y a aussi cette volonté de rapprochement. On l'a déjà dit ici parce qu'on veut mettre un coin entre la Russie et la Chine. Donc, il faut que la Russie redevienne un partenaire, peut-être même économique. Enfin, on sait que Musk, vous parliez de la Tesla tout à l'heure, aimerait bien quand même pouvoir commercialiser ses voitures là-bas. Donc il y a aussi cette volonté de rapprochement, et puis quelques heures après, la menace de sanctions. Mais Non. Ce qu'il y a de terrible avec Trump, et c'est pas étonnant quand on regarde bien le personnage tel qu'il était, et tel que on le connaissait en fait. Tout le monde semble avoir oublié qu'il a fait 4 ans, ou s'il avait fait quelque chose, ça se saurait. Donc pendant 4 ans, il a été là. Et comme il personnalise toujours les problèmes, ce qui est le pire en matière de politique, c'est-à-dire il dit « moi je ». Regardez, il sait toujours « moi je ». Les autres ont été nuls, à chaque fois il règle ses comptes au niveau politique. Ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça. Prenons les démocrates comme cible. Mais à chaque fois, c'est « moi, si j'avais été là, ça se serait mieux passé ». Et il continue dans ce narratif. Sauf que c'est pour ça qu'il a été obligé d'inverser par rapport à ses premières menaces, parce que si on avait la moindre idée, vous l'évoquiez, avec tout ce qui a déjà été fait comme mesure économique pour faire plier Poutine, ça se saurait. Même le prix humain, Poutine il s'en fiche. On est à presque 800 000 morts et blessés. Vous imaginez ce que ça représente? Donc on est face à quelqu'un deux types qui restent sur leur position. Lui, ma grande Russie, je l'aurai. Vous avez causé, je l'ai déjà eu, j'ai eu la Crimée, j'ai fichu le bazar dans le Donbass, je continue, je les ai même annexés. N'oubliez pas, il les a annexés, qu'est-ce qu'on a dit? Rien du tout. Et je vais continuer. Et on a Trump qui dit, si on n'a pas réussi avant, c'est à cause des autres, mais moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a une ombre qui plane et qui est quand même évoquée au plus haut niveau aux États-Unis depuis longtemps, c'est est-ce que Poutine ne tient-il pas Trump? Et quand on a eu notamment la séquence bureau ovale,
On s'est dit, c'est pas possible. Il est téléguidé depuis Moscou. Il y a eu vraiment, c'était très fort dans le débat politique américain. Cet homme, en fait, est un proxy de Moscou à la Maison Blanche. En tout cas, il en a autour de lui. Enfin, dans son administration. Et dans son administration et dans ses financiers. Il y a des gens qui portent sans doute ce type de message. Il y a des gens, en tout cas, qui sont ouvertement, qui ont eu des liens d'affaires extrêmement troubles, etc. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Poutine lit Trump comme dans un livre ouvert et l'inverse n'est pas vrai. Par ailleurs, le fait d'être tout le temps dans une menace de sanctions très erratique, même vis-à-vis de pays très amis, très alliés, très voisins, comme évidemment le Canada ou le Danemark, mais surtout le Canada, et d'être tout le temps dans le revirement permanent, ça commence à atteindre ses limites, et ça commence à atteindre ses limites sur les Américains. Pourquoi ? Wall Street est en train de dévisser. Et la prochaine étape attendue, c'est quand même que l'inflation revienne. Et là, vous touchez aux premières préoccupations des Américains. L'Ukraine n'est pas la préoccupation des Américains, n'est pas la préoccupation des électeurs de Trump. Mais ça commence alors possiblement leur retomber dessus. Donc le pouvoir de Trump est en train d'atteindre ses limites si ça commence à taper dans l'assiette des Américains. Mais est-ce qu'il faudrait craindre la rupture entre les deux hommes ? Est-ce que finalement, s'il n'y avait plus Trump pour être le dernier des Mohicans à parler avec Poutine, ce ne serait pas, in fine, aussi une perte de contrôle totale de la situation ? Plus personne pour échanger avec lui, plus de liens, et donc du coup, à l'aveugle total. Vous avez vu le grand absent à Jeddah, il n'y avait pas les Russes. Il y avait des Américains, il y avait les Ukrainiens, mais à un moment donné... Ni les Européens. Ni les Européens, évidemment, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'on échange, qu'on discute, qu'on négocie, je ne sais pas quel. Donc on a besoin de Trump, pour continuer à entretenir le lien avec Poutine. Déjà dans une négociation, il faut deux personnes. Donc oui, il faut maintenir. Trump va devoir faire des efforts vis-à-vis de Poutine, mais moi je pense que ça ne va lui poser aucun problème. Trump va devoir faire des efforts vis-à-vis de Poutine. Oui, bien sûr, comme il en a déjà fait, puisqu'il est dans le revirement permanent. À un moment, il parle avec Poutine. Mais est-ce que vous dites qu'il faut effectivement le faire ? Est-ce que vous dites que il serait nécessaire ? Moi, je pense que Poutine attend un contact direct avec Trump. Donc Trump n'arrête pas de dire qu'il va y avoir un échange. Il laisse entendre que ça va arriver. On ne sait pas si ça va arriver. Je pense que les premiers négociateurs vont un peu déblayer le terrain et à un moment, il y aura un contact entre les deux hommes. C'est comme ça que ça pourra un petit... Est-ce qu'il faut que Trump cède un peu à Poutine pour que le lien ne soit pas rompu ? Parce que c'est ça la question là, du coup, qui est sur la table. Il avait déjà cédé partie lorsqu'il a maltraité Zelensky. C'était une j'insiste. Est-ce qu'il faut, là, que Trump cède un peu à Poutine pour qu'il n'y ait pas de point de rupture ? De toute façon, c'est sur quoi ? Sur les exigences de Poutine. De toute façon, il faudra une négociation, c'est ça. On avance sur certains points, on cède sur d'autres. C'est ça une négociation. Il a déjà traité Zelensky de dictateur. Oui. Il a déjà suspendu l'aide militaire et le renseignement. Les pas, pardon, c'est même pas des pas, c'est une humiliation terrible. Il les a déjà fait. Et Poutine a-t-il bougé vers Trump ? Pas du tout. On sait très bien. Trump, il rêve de ce moment, de ce face-à-face. C'est comme ça qu'il se voit. Il se voit en homme d'image. À la fin de la séquence Maison Blanche, il dit « ça fera un bon moment de télévision ». Et Trump le fait miroiter. Même cela, il ne lui donne pas. Donc évidemment que Poutine ne lui donne pas. Donc tout ça ne sert à rien. Et il n'y a plus rien sur quoi... Oui, mais en même temps, sur ce plateau, on me dit qu'il va quand même falloir parler à un moment ou à un autre. Il faut parler avec Poutine. Ils se parleront toujours, il y a des... Ils se parlent. Witkoff, le conseiller spécial de Trump, est déjà allé à Moscou. Il a rencontré Poutine pendant 3 heures. Quand on dit que là, des négociateurs américains sont en route vers le Kremlin... Est-ce que c'est Witkoff ? Est-ce que c'est d'autres contacts ? Je suis incapable de vous le dire ce matin. Mais il y a un dialogue. Effectivement, ce que Trump aimerait, c'est la photo avec Poutine pour dire « ça y est, j'ai réglé le problème, l'Ukraine, c'est terminé et j'aurai le prix Nobel l'année prochaine ». Alors, je voudrais qu'on écoute Marine Le Pen parler à Poutine. Oui, une nécessité selon la patronne des députés RN. Regardez. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut avoir une influence que je souhaite bien entendu positive, parce que c'est l'objectif de chaque pays d'avoir une influence positive sur les relations entre les nations, sur la paix, une voix qui porte, sans parler aux gens. À Vladimir Poutine. Non mais je veux dire, sans parler, si on ne parle pas aux dirigeants des pays, on ne peut pas, en réalité, obtenir que les gens se mettent autour de la table. Donc vous êtes d'accord avec Marine Le Pen ? Il faut continuer d'être autour de la table, entretenir le lien, la discussion avec Poutine. Je sais pas si... Non mais Valérie le disait tout à l'heure, une négociation c'est deux. S'il ne veut pas négocier, expliquez-moi pourquoi Poutine négocierait.
il a tout ce qu'il veut depuis 2014. Il a envahi, tout le monde a hurlé en disant c'est pas bien. Sauf le départ de Zelensky. Pardon, non mais, oui, mais ma question, Zelensky, est-ce qu'il faut continuer d'aller à la table, est-ce qu'il faut maintenant aller à table avec lui et discuter avec lui pour... Pardonnez-moi, mais la question c'est quand D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit au sommet européen, il sera prêt à reparler à Poutine le moment venu, quand le moment sera le bon, en accord avec Zelensky et les Européens. Ce qui veut dire pas maintenant. Mais à un moment donné, il faudra bien échanger avec lui. Non, mais tout le monde est en l'occurrence d'accord, mais sauf que Madame Le Pen, elle n'exprime pas la nécessité de parler à Monsieur Poutine, elle en a l'habitude, c'est une de ses obligées, on connaît les financements que son parti a reçus de Moscou et proche de Poutine directement. Mais la question, c'est que, vu le comportement actuel de ce matin, de ce jour de Poutine, c'est certainement pas le moment de lui dire, monsieur, évidemment, il n'y a aucun problème. Continuez votre avancée, continuez à ne rien respecter, et surtout, ayez des exigences maximalistes et on va vous respecter. Il y a un moment de tension, et c'est évident qu'il faut assumer ce bras de fer-là, et c'est pas le moment où il faut courber les chines. Et si on est dans cette situation, c'est parce que Trump a été beaucoup trop faible et beaucoup trop partial vis-à-vis de Zelensky. C'est lui qui nous met dedans et qui recule les négociations. Il y a une question qu'on se pose quand même assez rarement, mais qu'on a décidé de se poser ce matin, c'est qu'en pensent les Russes, les moscovites, c'est-à-dire les habitants, pas Poutine, pas que Poutine. Et on vous pose la question à vous, Jérôme Garraud, bien sûr, depuis Moscou. On est ravis de vous retrouver. Alors, je vous pose la question à vous. Ils en pensent quoi, les moscovites ? Au bout de 3 ans, vous avez nécessairement une certaine lassitude de la guerre ici aussi. Mais alors, il faut voir de quoi on parle, parce que la guerre n'est pas pensée forcément comme un événement déclenché par les autorités, mais plutôt parfois comme un mal inévitable, une catastrophe naturelle. Donc on a posé la question aux Russes. Ça n'a pas valeur de sondage, bien entendu, mais c'est toujours intéressant de recueillir l'avis de la population. Que pense-t-il de ce cessez-le-feu ? Tout le monde nous parle de la paix, mais de quelle paix, quelles conditions ? Ces mêmes personnes vont nous dire aussi que Vladimir Poutine, par exemple, cherche à négocier et cherche la paix depuis bientôt 3 ans. Donc tout est inversé ici. Mais je vous propose d'écouter sans plus attendre ces témoignages recueillis avec Michael Merle. Bien sûr, tout le monde veut la paix. Aucun homme normal dit qu'il veut la guerre. Tout le monde espère la paix. Sincèrement, j'attends ce cessez-le-feu avec impatience. Trump, je ne le comprends pas très bien. J'ai l'impression qu'il a une double nature, il n'est pas très clair. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Jérôme Garraud. Merci à Michael Merle avec vous. Alors ça, c'est dans la rue. À la télé, regardez ce que ça donne. Comment réagissez-vous à l'arrivée de nos soldats ? Oh, je suis très heureuse. Vous savez, les autres ? J'aurais aimé qu'ils soient chassés d'ici plus tôt. Nous sommes encore en vie et en bonne santé. Un grand merci à tous les membres de votre armée. Voulez-vous envoyer un message à quelqu'un en particulier ? Non à tout le monde, mais je sais qu'ils se reconnaîtront. Il faut que j'explique un peu la situation. C'est l'extrait d'un reportage à la télé russe. Ils sont sur le terrain à Koursk, donc cette région, vous le savez, où tout se concentre en termes de pression en ce moment, avec les Ukrainiens qui ont pris du terrain il y a quelques mois maintenant, et les Russes qui tentent de le reprendre. Oui, et où des populations russes ont été évacuées des combats. Enfin, il ne faut pas, c'est pas la même chose minimiser la douleur de ces civils. Il y a les combats, ils ont été repoussés plus loin dans d'autres villes. Donc c'est normal que ces Russes disent ça. Bien sûr. Je voudrais vous poser encore une question que je n'ai pas posée juste avant. Mais dans quelle mesure, Grégory, je me tourne vers vous, parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, vous avez quand même été correspondant des années aux États-Unis. On parle beaucoup de la fébrilité de Trump d'un point de vue intérieur. Économiquement parlant, même un peu politiquement, parce que le risque de la récession commence potentiellement à inquiéter même ses électeurs. Est-ce que Poutine peut... Voilà. Et est-ce que Poutine peut s'engouffrer dans cette brèche ? Est-ce qu'il peut sentir cette fragilité trumpienne et s'en servir et la retourner contre lui ? Je reviens au calendrier. Les élections de mi-mandat dans 19 mois, 20 mois, ça va arriver très vite. Trump doit arriver... Alors les élections de mi-mandat sont toujours très compliquées pour un président au pouvoir, mais il doit arriver avec une situation économique relativement stabilisée. Et on voit que la guerre commerciale qu'il déclenche jour après jour, avec y compris des pays alliés, le fragilise à l'intérieur. On a l'habitude de le dire ici, mais une guerre commerciale
commerciale, il n'y a que des perdants et les Américains commencent à le sentir ou vont commencer à le ressentir très bientôt. Il y a même au sein du camp républicain aujourd'hui quelques voix limitées, mais qui commencent à s'élever, notamment sur ces problèmes d'inflation et de récession. Donc oui, il est évident que Poutine a des antennes aux États-Unis et qui voit ça, et qu'un Trump affaibli et qui serait affaibli après les élections de mi-mandat en perdant ou la Chambre des représentants ou le Sénat, la situation serait évidemment différente.